Donc c'est aujourd'hui le troisième webinaire organisé par la Société française d'exobiologie. Notre volonté, c'est de proposer régulièrement de traiter des sujets qui sont liés, alors plus ou moins directement, à l'exobiologie, de manière interdisciplinaire. Donc, on a déjà eu un webinaire consacré au virus, un webinaire consacré à l'habitabilité des exoplanètes que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la SFE. Et donc ce soir, on a le plaisir et je remercie au nom du CA de la SFE, je remercie Laurette Piani qui est chargé de recherche au CRPG à Nancy. Laurette va nous parler d'un sujet, Je peux déposer ça là, il n'y a pas de souci. d'un sujet assez récurrent en exobiologie et plus généralement en planétologie concernant l'origine de l'eau sur la Terre. Donc l'eau est un solvant qui semble être primordial pour l'apparition de la vie, en tout cas telle que nous la connaissons, et on entend des débats, des discussions autour de cette origine. Est-ce que c'est les comètes? Est-ce que c'est les météorites? Bon, il y a des liens de toute façon entre tous ces objets et on a pensé à inviter Laurette suite à la publication il y a à peu près 6 mois, l'été dernier, d'un papier très intéressant dans Science, indiquant, voilà, donnant un nouvel éclairage sur les sources potentielles d'eau sur la Terre. Donc, je remercie à nouveau vraiment chaleureusement donc Laurette Piani d'avoir accepté de donner ce webinaire. Et je vais me taire. Et si vous avez des questions, donc on les posera à la fin. Vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez aussi demander la parole, parce que ça peut être aussi plus sympa de s'exprimer directement, en sachant que donc le webinaire est enregistré. Et si vous demandez la parole et que votre caméra est activée, on vous verra. Voilà. Donc ça peut vous gêner. Donc à ce moment-là, vous pouvez écrire ou prendre la parole sans allumer votre caméra. Il y a plein de possibilités. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà. À toi de jouer, Laurette. Je te remercie. Et tout le monde t'écoute. Merci beaucoup Hervé, merci pour l'introduction et surtout merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir représenter ma thématique de recherche et puis certains de nos résultats ici pour la Société française d'exobiologie. Donc je vais vous parler, comme Hervé l'a dit dans son introduction, de météorites et aussi de l'origine de l'eau sur Terre. Et comme il l'a présenté aussi, les principaux résultats que je vais vous montrer sont issus de travaux récents de notre équipe au CRPG, donc une équipe de cosmochimistes. Et dans ce travail, on s'est intéressé à l'origine de l'eau sur Terre du point de vue d'un cosmochimiste et donc par l'étude de roches extraterrestres que sont les météorites. Et en particulier, on s'intéressait à des météorites un peu particulières qui sont les chondrites en statite, dont je vais revenir bien sûr au cours de cet exposé. Ce que nous apprennent ces météorites, et donc le message principal de cette étude, c'est en fait qu'une part importante de l'eau de la Terre aurait pu être héritée des matériaux à partir desquels notre planète se forme localement dans le système solaire interne. Alors pour comprendre un peu ce message et puis l'idée de cette étude, je propose de faire une introduction un peu sur ce qu'est l'eau sur Terre et la formation des planètes, du moins du point de vue de l'origine des volatiles et de l'eau. Donc, comme vous le savez tous, notre planète, qui est souvent appelée la planète bleue, est couverte à 70% de sa surface par des océans. Ces océans, puis les mers, les rivières, les lacs, les calottes polaires, enfin tout, et aussi la vapeur d'eau qui se trouve dans l'atmosphère. Toute cette eau de surface représente environ 1,4 milliard de kilomètres cubes. Et cette eau, elle a un rôle fondamental pour plein de points de vue vis-à-vis de la formation puis du développement de notre planète et de ses habitants.
Par exemple, elle fait partie intégrale intégrante, enfin, elle est très importante pour les processus géologiques et c'est probable que sans la présence d'eau sur Terre, on n'aurait pas la tectonique des plaques telle qu'on la connaît aujourd'hui, peut-être pas les continents tels qu'on les connaît aujourd'hui également. L'eau, elle intervient également dans la régulation de la température de notre planète, la régulation du climat, notamment par le fait que les océans sont un réservoir important de gaz à effet de serre. Comme vous le savez mieux que moi à la SFE, bah, évidemment, l'eau est un médium très important qui est probablement à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre et en tout cas de son développement précoce. On pense qu'il y a eu probablement des océans très tôt dans l'histoire de la Terre, peut-être 4,4 milliards d'années, et les formes de vie les plus anciennes qu'on connaît sur Terre sont des formes de vie aquatiques. L'eau est aussi le principal constituant des organismes vivants. Nous, les hommes, nous sommes constitués de au moins 60% d'eau. Et c'est le cas aussi de la plupart des organismes vivants. Donc l'eau est vraiment un médium important puisqu'il permet de la dissolution des composés organiques, leur réaction en Really chimie. happy. So that's wonderful. Good for you. Et, pardon. Et donc c'est un élément très, très important pour l'évolution de notre planète. Et il s'agit de comprendre pourquoi il est là et comment il a pu être présent sur notre planète et en particulier sur notre planète. Donc, si on revient à la Terre et qu'on essaye de faire un bilan de l'eau qui est présente à la fois sur Terre et sous Terre, on peut déjà regarder un peu ce qui est à la surface. Donc, je vous ai dit toute l'eau de la surface, on peut se dire que c'est à peu près 1,4 milliard de kilomètres cubes. Et si cette eau, on la mettait ensemble et pour former une sphère, en fait, ça ferait une sphère de seulement 1300 kilomètres de diamètre. 1300 kilomètres, pour donner une idée, c'est à peu près la taille de l'Allemagne du nord au sud. Et donc, ça ne fait pas une quantité d'eau, quand on la rapporte au volume de la Terre, une quantité d'eau si importante. Si on traduit ça maintenant en pourcentage de la masse de la Terre, ça représente seulement 0,02% de la masse totale de notre planète. En fait, il est probable que le principal réservoir d'eau de notre planète, de la Terre, ce ne soit pas sa surface, que ce soit plutôt une couche interne qu'on appelle le manteau. Donc la Terre, c'est une planète différenciée qui a un noyau métallique, des couches silicatées plus denses et une croûte plus légère. Et donc ce manteau de la Terre représente environ 4/5 de son volume. Et il pourrait donc être le réservoir principal de l'eau terrestre. En fait, on n'a pas d'échantillons de manteau profond. Par contre, on a quand même des indices sur la quantité d'eau qui pourrait être contenue dans le manteau par l'étude à la fois des laves volcaniques, des roches volcaniques dérivées de la fusion de ce manteau, et puis grâce à quelques xénolithes, donc des roches extraites du manteau supérieur qui ont été remontées à la surface par ces éruptions volcaniques. Et l'étude de ces deux types de roches nous permet d'estimer, avec bien sûr des incertitudes, une quantité d'eau pour le manteau qui pourrait être jusqu'à plus de 10 fois la quantité d'eau de surface. Donc peut-être que le manteau serait le réservoir principal de l'eau sur Terre. Et puis après, on a le noyau, et alors là, on connaît encore moins, c'est encore plus difficile d'estimer la quantité d'eau ou d'éléments volatiles qu'il pourrait y avoir dans ce noyau, puisqu'on n'a pas d'échantillon. Et donc là, je resterai assez vague là-dessus, puisque visiblement, les études divergent assez sur la quantité d'eau qu'on pourrait émettre ou pas. Et alors là, je veux juste préciser, quand je parle d'eau à l'intérieur de la Terre, en fait, ce n'est pas de l'eau H2O telle qu'on la connaît à la surface de la Terre, ni liquide, ni solide. Ce n'est pas vraiment la molécule d'eau, c'est plutôt de l'hydrogène sous différentes formes, incorporé dans les minéraux, dans les laves, dans les fluides, souvent sous forme de traces. Et cet hydrogène, si les conditions physico-chimiques le permettent, de pression, de température, bah, il va pouvoir s'allier avec l'oxygène des roches. L'oxygène, c'est un élément majoritaire des roches terrestres et extraterrestres, et pour former la molécule d'eau qui pourrait être ainsi après présente à la surface de la Terre. Et donc, si on fait le bilan de tout ça, à la fois de l'eau de surface et de l'eau qui pourrait être dans le manteau, on aurait, selon les estimations, entre 0,2 et 0,4% de la masse totale de la Terre qui correspondrait à de l'eau. Et une des grandes questions qui agite la communauté, les communautés astrophysiques et cosmochimiques, c'est vraiment l'origine de cette eau terrestre.
Alors pour comprendre pourquoi c'est une question importante et en quoi, quels sont les tenants et les aboutissants de cette question, je vous propose de remonter un petit peu à la formation de notre système solaire et des planètes. Notre système solaire, il se forme il y a 4,57 milliards d'années à partir de l'effondrement d'une petite partie d'un nuage moléculaire dans le milieu interstellaire. Ce nuage moléculaire, il va s'effondrer et donner naissance à une étoile qui va être, notre Soleil, qui va être entouré d'un nuage de gaz et de poussière. Et ce nuage de gaz et de poussière, par différents processus, va se transformer très rapidement en un disque protoplanétaire fait de gaz et de poussière qui va graviter autour de l'étoile et à partir duquel les différents corps de notre système solaire vont se former. Donc les planètes, leurs satellites, et ainsi que les astéroïdes et les comètes. Ce disque protoplanétaire, donc formé de gaz principalement, à 99%, et puis de poussière, environ 1%, va avoir un élément majoritaire, c'est l'hydrogène. L'hydrogène constitue plus de 91% des atomes qui se trouvent dans ce gaz du disque protoplanétaire. Et cet hydrogène, il se trouve très majoritairement sous la forme de la molécule de dihydrogène, H2. Ce dihydrogène, c'est une molécule très volatile et donc pour qu'elle se transforme, qu'elle passe de l'état gazeux à l'état solide, il faut descendre à des températures très basses, en dessous de 20 Kelvin. Et donc ça, c'est des températures qu'on n'a pas vraiment dans le disque protoplanétaire. On a au contraire des températures plutôt élevées dues à la formation de l'étoile. Mais il y a quand même une petite partie de l'hydrogène qui se trouve sous d'autres formes, sous la forme par exemple de la molécule d'eau, H2O, ou de méthane, CH4, d'ammoniac, NH3, etc. Et ces molécules, elles vont avoir, à la différence de H2, la capacité d'être stables à l'état solide à de plus hautes températures. Et notamment l'eau, H2O, c'est une molécule qui va avoir parmi les molécules qui contiennent de l'hydrogène, qui va avoir la température de condensation la plus haute. Cette température de condensation, elle est estimée dans les conditions de pression du disque à autour de 160 Kelvin. Et donc, il existe naturellement une sorte de limite, ou en tout cas de température limite à partir de laquelle l'eau dans le disque protoplanétaire va commencer à être stable sous forme de glace. Alors qu'au-dessus de cette température, l'eau va rester sous forme vapeur. Ça a une importance fondamentale quand on s'intéresse à la formation des corps planétaires, puisque si l'eau est sous forme de glace, souvent, en général, elle va se condenser à la surface des grains de poussière. Cette eau, elle va pouvoir être incorporée avec les autres grains de poussière pour former les corps planétaires. Alors que si elle est sous forme vapeur, elle ne va pas être incorporée aux corps planétaires et on formera des corps plutôt secs. Et donc, dans le disque protoplanétaire, il existe une limite qui est une sorte de limite, une distance héliocentrique qui est assez vague et qui en plus va évoluer dans le temps, mais qui correspond en gros à la distance héliocentrique sur le plan médian, à partir de laquelle on atteint cette température de 160 Kelvin, et donc où on va passer de l'eau de l'état vapeur à l'intérieur de cette limite, à l'état de glace à l'extérieur de cette limite. Et cette limite est appelée la snow line, ou la ligne de glace en français. Et donc on pense que les planètes du système solaire interne, donc les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, se forment plutôt à l'intérieur de cette limite. En tout cas, elles se forment plutôt en l'absence de glace d'eau. Et donc elles vont s'accréter de manière plutôt sèche, tandis que les corps du système solaire externe, tels que les planètes géantes gazeuses, Jupiter et Saturne dans l'ordre, et les géantes de glace, Uranus et Neptune, ainsi que les comètes, vont, elles, s'accréter en présence de glace d'eau et vont pouvoir contenir beaucoup d'éléments volatiles, tels que l'eau, et d'autres composés, tels que le méthane ou l'ammoniac dont j'ai parlé précédemment, dans leur composition. Donc un message à retenir, c'est que la Terre et les autres planètes rocheuses se sont vraisemblablement formées dans des zones où il n'y avait pas de glace d'eau et donc n'ont pas accrété, se sont formées plutôt de manière sèche.
On retrouve aussi cette différence au sein des météorites. Alors là, je vais vous parler d'un certain type de météorites, les météorites primitives, encore appelées chondrites. Ce sont des météorites qui sont formées, enfin, dont les corps parents, astéroïdaux, se sont formés dans les premiers millions d'années du système solaire et qui sont issus de petits corps, donc typiquement des petits astéroïdes, qui ont la particularité de ne pas avoir évolué géologiquement. Comme ils n'ont pas évolué géologiquement, ces corps vont avoir conservé un enregistrement un peu de la matière telle qu'elle était dans les premiers millions d'années du disque, enfin, du système solaire, il y a 4,57 milliards d'années. Et donc, on peut les considérer un peu comme des archives de ce qu'a pu être la matière du disque protoplanétaire à cette époque. Dans ces chondrites, on observe une diversité de contenus en volatiles et de composition. On a par exemple en particulier les chondrites carbonées, qui sont, elles, riches en carbone, d'où leur nom, et en composés organiques, mais qui sont aussi celles qui contiennent les plus fortes concentrations de minéraux hydratés, avec des pourcentages d'eau estimés à jusqu'à 10 poids pour cent. 10 poids pour cent. Donc ces chondrites carbonées, on pense qu'elles se forment en présence de glace d'eau et donc plutôt dans le système solaire externe. À la différence d'autres classes de chondrites, comme les chondrites en statite ou les chondrites ordinaires, qui elles sont beaucoup plus rocheuses, beaucoup moins riches en volatiles, contiennent pas ou très peu de minéraux hydratés, pas ou peu de matière organique, et donc elles se forment et elles sont supposées se former aussi plutôt dans le système solaire interne de façon sèche. Et parmi donc ces deux classes de chondrites dont j'ai parlé, les chondrites en statite ont une particularité supplémentaire et qui nous intéresse ici, c'est qu'elles ont une composition isotopique pour tout un tas d'éléments chimiques qui est très proche de celle des roches terrestres. Et donc, elles ont été depuis des années, mais elles peuvent être considérées comme de bons analogues, du moins isotopiques, des roches constitutives de la Terre. Et alors, ça ne veut pas dire forcément que les roches constitutives de la Terre sont exactement des chondrites en statite, mais sont peut-être dérivées de réservoirs similaires aux chondrites en statite, au réservoir des chondrites en statite. Et donc, ces chondrites en statite, elles sont aussi assimilées à un certain type d'astéroïdes qui se trouve plutôt dans la ceinture d'astéroïdes interne. Et donc, on pense que c'est sûrement des objets qui se forment plutôt plus proches du Soleil que d'autres types de météorites. Alors justement, dans cette ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter, on retrouve actuellement différents types d'astéroïdes qui sont assimilés à ces différentes classes de chondrites dont je vous ai parlé, à la fois les chondrites en statite, les chondrites ordinaires, mais aussi les chondrites carbonées. Et ça nous montre que probablement ces objets qui se seraient formés plus tôt dans le disque externe ont dû être implantés dans le disque interne, et donc dans cette ceinture d'astéroïdes, au cours de l'histoire du disque protoplanétaire. Et ça, des modèles montrent que ça serait sûrement dû au développement, à la croissance rapide des planètes géantes, et en particulier de Jupiter, et éventuellement aussi à la migration de ces planètes géantes, qui auraient complètement déstabilisé l'orbite des astéroïdes et implanté des astéroïdes plutôt, enfin, des planétésimaux formés dans le système solaire externe, dans le système solaire interne. Et donc, j'en reviens à la Terre. Les grandes hypothèses ou les grandes propositions pour expliquer la présence d'eau sur Terre et la formation de la Terre et la présence d'eau sur Terre, ce serait que notre Terre se forme à partir de matériel plutôt local, principalement à partir de matériel plutôt local, proche de ces chondrites en statite, et qu'elles auraient aussi et que l'eau qu'elles contiennent aurait été principalement apportée par des astéroïdes hydratés qui auraient été implantés dans le système solaire interne, et que ces astéroïdes hydratés ressembleraient peut-être à des chondrites carbonées avec des pourcentages, des contenus en eau qui pourraient aller jusqu'à 10 poids pour cent. Évidemment, ce n'est pas les seules propositions qui ont été faites pour expliquer la présence d'eau ou d'hydrogène sur Terre. D'autres hypothèses que j'ai résumées un petit peu ici, sont les suivantes. Une possibilité est que la Terre se forme assez rapidement, au moins en partie, dans le disque protoplanétaire, lorsque le gaz du disque protoplanétaire était toujours présent, donc dans les premiers millions d'années de l'évolution du système solaire,
Et si la Terre se forme assez rapidement et est fondue assez rapidement, elle pourrait avoir dissous dans ses roches fondues, dans ce qui serait un océan magmatique, une partie de gaz de la nébuleuse protoplanétaire. Et ce gaz étant principalement du H2, mais aussi contenant potentiellement du H2O, et donc la Terre aurait pu, de ce fait, avoir dissous un petit peu de ce gaz et en contenir encore, en avoir préservé dans les roches qui la constituent par la suite. Une autre hypothèse qui a été proposée pour expliquer l'origine de l'hydrogène sur Terre, et aussi le fait que des grains de silicate peuvent avoir de l'eau qui est absorbée à leur surface. Et contrairement à l'eau sous forme de glace, l'eau absorbée en surface des grains peut résister à beaucoup plus haute température. Et cette eau absorbée pourrait être un moyen de véhiculer de l'eau du système solaire externe vers les disques internes et de la conserver et de l'incorporer aussi dans les planètes rocheuses et la Terre. Une autre hypothèse qui a été formulée, c'est qu'il peut y avoir de l'hydrogène qui est implanté dans les silicates, soit dans des silicates dans le milieu interstellaire, soit dans le système solaire par implantation du vent solaire, et que cet hydrogène implanté, il va être conservé dans les silicates sous forme d'hydroxyle, et il pourrait être aussi une des sources de l'hydrogène terrestre. Et donc ces différentes études, elles sont aussi intéressantes parce qu'elles nous montrent que même en l'absence de glace, même à des températures qui sont supérieures à la température de sublimation de l'eau, on peut avoir des matériaux dans le système solaire interne qui contiennent de l'hydrogène et qui peuvent avoir contribué au budget en eau de notre planète. Nous, dans l'étude dont je vais vous représenter les résultats par la suite, on s'est intéressé à ces chondrites en statite. Jusque-là, il avait toujours été supposé que comme elles ne contenaient pas de minéraux hydratés, pas de phase d'altération, elles n'avaient pas été formées en présence d'eau et donc elles ne contenaient pas en fait d'hydrogène. Et souvent, dans les modèles qui essayent de reconstituer la Terre à partir des différentes briques, donc des différents types de météorites, on considère que les chondrites en statite ne contribuent pas du tout au budget en hydrogène de notre planète. Pourtant, alors, il existait quelques mesures dans la littérature qui étaient assez éparses et assez variables du point de vue de la quantité d'eau. Dans celles que j'ai réussi à trouver, j'ai trouvé des valeurs qui allaient inférieures à 0,1 poids pour cent à plus de 4, presque 5 poids pour cent d'eau dans ces chondrites en statite, avec des compositions isotopiques aussi variables. Mais le problème de ces études, c'est déjà qu'elles s'intéressaient qu'à seulement un très petit nombre de chondrites en statite et que ces chondrites en statite qui avaient été étudiées, elles avaient toutes été chauffées à des degrés quand même relativement importants sur leur corps parent. Alors je reviens un petit peu là-dessus. Les chondrites, elles ont conservé un peu la signature de la matière telle qu'elle était il y a 4,5 milliards d'années, sauf que quand elles étaient quand même sur leur corps parent astéroïdal, elles ont pu être quand même chauffées à différents degrés, jusqu'à plusieurs centaines de degrés, selon à la fois la taille de leur corps parent et sa capacité à retenir la chaleur produite par la radioactivité interne, et selon aussi la date à laquelle se formait ce corps parent, et donc s'il a accumulé plus ou moins d'éléments radioactifs maintenant éteints. Donc à peu près toutes les météorites ont été chauffées à des degrés différents. On a la preuve que certaines ont été très peu chauffées, mais on sait aussi que d'autres ont été plus ou moins chauffées. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme thermique. Nous, les cosmochimistes, quand on s'intéresse aux météorites, on sait qu'il y a différents degrés de chauffe. Et là, en l'occurrence, les météorites qui avaient été étudiées dans ces études, elles ont toutes été chauffées à plusieurs centaines de degrés. Et donc, on peut penser qu'elles ne représentent pas vraiment la matière primitive présente dans le disque. Elles représentent quelque chose de déjà un peu évolué et modifié et potentiellement qui aurait perdu les éléments les plus volatiles comme l'hydrogène. Et il y a un autre problème, c'est que c'est très facile d'altérer les météorites sur Terre, surtout de changer leur composition par altération terrestre, et notamment de leur ajouter de l'hydrogène par des phases d'altération produites dans nos atmosphères très oxydantes.
notre atmosphère très oxydante. Et donc se pose pour ces études la question de la contamination terrestre. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire dans ce travail et ce qu'on a fait dans ce travail, dans cette étude, c'est de mesurer à la fois en roche totale et aussi par des analyses in situ qui vont aller s'intéresser à des phases minérales en particulier, la teneur en hydrogène et aussi sa composition isotopique dans des chondrites en statite ayant différents degrés de chauffe pour essayer de quantifier un peu la perte possible par, par chauffage sur l'astéroïde et surtout essayer de remonter à des compositions les plus primitives possibles. On a étudié dans cette étude, dans ce travail, 11 chondrites en statite avec des degrés de chauffe différents. Donc là, je vous montre quelques images de chondrites en statite. Là, vous en voyez Sahara 97096, c'est une chondrite en statite qui a été trouvée dans le désert du Sahara et qui contient, qui est une des plus primitives qui soit connue à l'heure actuelle, donc le moins chauffée. Elle a le degré 3 et les degrés de chauffe vont de 3 à 6, 6 étant la plus chauffée. Vous voyez ici une autre chondrite, Abi, qui est, elle, très bréchique, c'est-à-dire qu'on pense qu'elle a été cassée par un impact sur l'astéroïde et les morceaux issus de différentes parties de la météorite, de l'astéroïde, ont été recollés entre eux, ce qui lui donne cette texture très particulière qu'on appelle bréchique. Et puis ici, vous voyez une EL6, là c'est une chondrite en statite qui a beaucoup plus évolué, qui a été complètement remodelée par la température qui a été, par le métamorphisme thermique qui a été présent sur l'astéroïde et dont la structure, la texture initiale a été complètement perdue. Donc on s'est intéressé à ces différentes météorites pour voir un peu l'effet de ce degré de chauffe. Et on a aussi, dans cette étude, fait aussi des analyses sur des chondrites carbonées qui étaient déjà analysées par ailleurs et connues pour être très riches en eau. Donc, je vais vous parler maintenant des premières analyses qu'on a réalisées en roche totale. Donc, le principe de ces analyses, c'est déjà l'instrument qu'on utilise, c'est un analyseur élémentaire couplé à un spectromètre de masse pour l'analyse isotopique, l'acronyme EAIRMS. Le principe de cette mesure, c'est que déjà, on prend un morceau de roche, qu'on essaye, c'est toujours difficile avec les météorites parce qu'on a rarement des grosses quantités d'échantillons, mais en tout cas, on essaie de prendre un morceau de roche suffisamment gros pour qu'il soit à peu près représentatif de ce que peut être la roche dans sa globalité. Donc entre 70 et 100 mg qu'on a réduit en poudre, et après, on prend des aliquots de cette poudre, et typiquement, pour une mesure en hydrogène, on a besoin de 10 à 15 mg de poudre. Cette poudre, elle est ensuite mise dans un petit creuset et envoyée dans un réacteur qui est chauffé à 1450 degrés et pour fondre la roche, extraire les gaz, les réduire par interaction avec du carbone. Et ces gaz, ensuite, H2, CO, N2, sont séparés dans une colonne chromatographique et analysés pour leur composition isotopique. En tout cas, le H2 est analysé pour avoir à la fois la teneur en hydrogène et le désurage, qui est la composition isotopique de l'hydrogène. Quelque chose auquel on a fait attention dans cette étude, ce qui n'est pas forcément toujours fait dans l'analyse d'hydrogène dans les météorites, c'est de faire attention à minimiser au plus possible la contribution de l'eau atmosphérique qui pourrait être absorbée sur les poudres. Et pour ce faire, on a pris nos échantillons, nos petites aliquots de poudre, et on les a d'abord mis dans une sorte de cocotte à 120 degrés pendant 48 heures sous vide, dans le but d'enlever toute l'eau qui pourrait être absorbée sur les poudres. Et ensuite, les échantillons sont transférés dans une boîte à gants pour ne pas les remettre à l'atmosphère dans un autosampler qui va être lui connecté à l'instrument et qui va permettre de faire les analyses l'une après l'autre des différents échantillons. Et donc, voilà les résultats de teneur en hydrogène dans ces météorites rapportés en unité, en équivalent H2O. Ce que je veux dire par là, c'est que les résultats que je vous donne sont des pourcentages massiques d'eau, mais que dans la météorite, ça ne veut pas forcément dire que l'hydrogène est sous forme de H2O, probablement pas. Il est sous forme, comme je vous le disais, pour les roches du manteau, de traces dans les minéraux et peut-être aussi de composés organiques. Mais on rapporte cela en quantité d'eau
pour pouvoir le comparer aux quantités d'eau dont je vous ai parlé précédemment pour la Terre, par exemple. Je commence, donc ce graphique vous montre les teneurs en eau qu'on a mesurées dans les différentes chondrites en statite, allant des moins chauffées en bleu EH3 aux plus chauffées en rouge. Et à droite, vous avez les teneurs en eau qu'on a mesurées dans les chondrites carbonées riches en eau, donc de type CIECM, qui elles ont autour de 8 poids pour cent d'eau, comme attendu. Par contre, les chondrites en statite, on le voit sur ce graphique, elles ont beaucoup moins d'eau que les chondrites carbonées, que ces chondrites carbonées. Elles ont des teneurs en eau qui vont de 0,1 à 0,5 poids pour cent. Et on a estimé aussi leur composition isotopique. Alors, pour rappel, l'hydrogène a deux isotopes stables, appelés respectivement hydrogène H et deutérium pour l'isotope le plus lourd D. Et on rapporte souvent en géochimie les rapports isotopiques sous forme de notation delta. Alors ces notations delta, c'est une façon d'exprimer les rapports isotopiques relativement à un standard de référence. Le standard de référence pour l'hydrogène, c'est la composition isotopique moyenne de l'eau des océans terrestres, qui a un dessurage de 156 10-6. Et donc, si en notation delta, l'eau des océans terrestres va, de fait, par définition, avoir une valeur de 0 pour 1000. Et on s'intéressera à... Et donc, toute valeur positive sera enrichie en isotope lourd par rapport à ces océans terrestres, et toute valeur négative sera appauvrie en isotope lourd par rapport aux océans terrestres. Voilà les mesures qu'on a réalisées dans les chondrites en statite. On a une gamme de delta D qui varie entre moins 150 et moins 100 pour 1000, c'est-à-dire qui sont appauvris en deutérium, en isotope lourd de l'hydrogène par rapport aux océans terrestres. Donc, en petite conclusion de cette slide, ce qu'on mesure dans les chondrites en statite, c'est la présence d'hydrogène, évidemment beaucoup moins abondant que dans les chondrites carbonées, mais néanmoins significative, et des rapports isotopiques appauvris en isotope lourd de l'hydrogène par rapport aux océans terrestres. Quelque chose qui nous a marqué et conforté dans nos résultats, c'est le fait qu'on observe une diminution de la quantité d'hydrogène avec le degré de chauffe. Plus les chondrites en statite ont été chauffées sur leur astéroïde, moins elles sont riches en hydrogène. Et ça, c'est vraiment ce qu'on attendait de voir si effectivement, ce qu'on attendait d'avoir si effectivement on est bien en train de mesurer l'hydrogène de l'astéroïde. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'on a une présence d'eau indigène à la météorite et que ce qu'on mesure, c'est pas une contribution très forte de l'eau terrestre, d'une eau d'altération ou de contamination terrestre. Donc, à la suite de ces mesures en roche totale, se pose vraiment une question importante. Quand on fait une mesure en roche totale, on a juste une information de la quantité de l'eau et sa composition isotopique, mais on ne sait pas où elle se trouve dans la roche. Dans les chondrites en statite, on sait qu'il n'y a pas de minéraux hydratés, pas de phase d'altération. Donc, ça ne peut pas être, contrairement aux chondrites carbonées, le porteur de l'eau dans ces roches. Donc, quelles sont les phases porteuses de l'eau, de l'hydrogène dans ces météorites et dans ces chondrites en statite? On sait qu'il y a un petit peu de composés organiques dans les chondrites en statite, seulement ils ne sont pas très abondants et en plus ils ne contiennent pas forcément beaucoup d'hydrogène par rapport à d'autres composés organiques trouvés dans des chondrites carbonées. Et donc si on traduit l'équivalent de l'hydrogène, tout l'hydrogène qui est contenu dans les composés organiques de ces météorites sous forme d'eau, on peut expliquer environ 8% de l'eau qu'on mesure en roche totale. Donc ça veut dire qu'il y a un autre porteur important de l'hydrogène dans la roche. Et ce qu'on a essayé de faire dans ce travail, c'est d'identifier ces porteurs, et on en a identifié un important dont je vais vous parler maintenant. Donc, quels peuvent être les autres porteurs de l'hydrogène dans ces météorites? Eh ben, une des hypothèses qu'on avait, c'était que peut-être les chondres, qui constituent le composant majoritaire des chondrites et des chondrites en statite, peuvent être un des porteurs de l'hydrogène. Alors, qu'est-ce que c'est que les chondres? Ce sont des sphères silicatées submillimétriques qui sont composées de minéraux tels que des pyroxènes ou de l'olivine et d'un verre qui est verre silicaté qui est appelé la mésostase
Et ces condes contiennent aussi un petit peu de métal, aussi des sulfures, comme c'est représenté schématiquement sur cette image. À droite, vous pouvez voir une image en microscopie électronique avec des électrons rétrodiffusés d'un condre d'une chondritanstatite. Donc vous voyez, c'est cet objet rond ici qui contient à la fois des olivines, des pyroxènes, une mésostase et aussi des sulfures et du métal. Et ces condes, on pense qu'ils se forment tôt dans l'histoire du disque par fusion de précurseurs solides et cristallisation enfin, fusion à haute température et cristallisation. Et, peut-être en présence de certains éléments volatiles. Dans une étude qu'on avait fait précédemment avec une autre équipe du CRPG, on avait pu regarder ces condes de chondritanstatite et en particulier le vert qu'on appelle mésostase. Alors là, je vous ai remis l'image du condre montré précédemment à gauche, qui est une image en microscopie électronique, et à droite, vous voyez une image en fausse couleur de ce condre où chaque couleur correspond à une phase minérale, avec en vert les enstatites, qui sont donc un pyroxène magnésien, qui est la phase principale des chondrites enstatites, d'où leur nom. En rouge, on voit des olivines, qui sont aussi magnésiennes. En bleu clair, on voit la mésostase, donc c'est ce vert silicaté qu'on retrouve entre les minéraux. Et puis après, toutes les autres phases, toutes les autres couleurs correspondent à soit des sulfures, troélite, niningérite, toldamite, sulfure de fer, sulfure de magnésium, sulfure de calcium, du métal, camacite, ou bien de la silice, SiO2, qui se trouve aussi par endroits dans ces condes. Et donc, nous, dans le travail qu'on avait fait précédemment, on avait regardé les compositions de ces mésostases pour différents éléments et on avait montré que ces verres silicatés, ils étaient particulièrement riches en éléments volatiles et modérément volatiles que sont le sodium, le potassium, le soufre et le chlore. Et donc une question qui résultait de ce travail, c'était si c'est riche en éléments volatiles, modérément volatiles, est-ce que l'hydrogène, qui est un élément encore plus volatile, il ne peut pas être aussi présent dans des quantités importantes dans cette mésostase? Et donc, dans cette étude, on s'est intéressé à la mésostase des condres et on a été analyser in situ ces phases en utilisant un instrument qui s'appelle une sonde unique ou encore spectromètre de masse à ions secondaires. Donc, ce petit schéma, il vous montre un peu le principe de cet instrument. C'est un instrument qui permet dans lequel on part d'ions, on produit des ions dans une source qu'on va envoyer à la surface d'un échantillon, c'est ce qu'on appelle les ions primaires. Ils vont pulvériser une petite partie de l'échantillon, en expulser la matière, et de cette matière, on va récupérer les ions secondaires qui vont être envoyés dans un spectromètre de masse qui va trier ces ions selon leur masse. Et donc, à la sortie, on pourra analyser les ions de façon séparée et par comparaison à des standards, on va pouvoir remonter aux quantités des éléments qui nous intéressent et de leurs isotopes. La force de cet instrument, c'est qu'il permet de faire des mesures à l'échelle des grains de l'ordre de quelques micromètres à quelques dizaines de micromètres. Et donc, dans cette étude, on a utilisé cet instrument dont vous voyez une image ici, c'est la sonde IMS 1280 qui est HR2 qui est au CRPG. On a utilisé cet instrument pour mesurer la quantité d'hydrogène dans la mésostase des chondrites enstatites. Cette slide montre un peu les conditions analytiques, ça c'est peut-être plus pour les gens qui connaissent cette technique en particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est on fait des mesures à l'échelle de 10 micromètres, qui est suffisant pour analyser ces mésostases et sans contribution des minéraux ou des phases environnantes. Qu'on a analysé l'hydrogène, le deutérium et le silicium, et on utilise le rapport H sur SI pour remonter à la quantité d'hydrogène par comparaison à des standards. On utilise des standards de verre basaltique, andésite, rhyolithique. On a aussi utilisé des phonolites pour quantifier les teneurs, puisque les verres des mésostases des chondrites enstatites sont riches en éléments alcalins. Et voilà, vous voyez ici une droite les courbes de calibration qu'on a pu utiliser pour ces échantillons. Et on a une limite de détection avec ces conditions de mesure qui est de l'ordre de 30 ppm d'eau,
c'est-à-dire 0,003% d'eau. Une reproductibilité sur le rapport isotopique des SURH qui est de l'ordre de 40 pour 1000. Et je tiens à préciser aussi qu'on a mesuré ces échantillons, on a préparé les échantillons de chondrites en statite. On a utilisé des échantillons de chondrites en statite préparés sans résine parce que la résine est un porteur d'hydrogène et aussi fait qu'on a des mauvaises conditions de vide dans la machine et qu'on a un peu de contamination quand on utilise la résine pour les mesures d'hydrogène. Donc on est dans des conditions assez favorables pour mesurer l'hydrogène dans ces mésostases. Et alors voici un peu ce que ça donne quand on regarde, quand on fait ces analyses. Ici, cette photographie au microscope optique a été faite après les mesures en sonde ionique. Et vous voyez, là, on est à l'intérieur d'un chondre. On voit en gris plutôt clair les pyroxènes en statite, qui sont entourés de zones gris plus foncées qui sont la mésostase, donc le vert de ces combes. Et c'est dans ces mésostases qu'on a été faire des analyses à l'échelle la zone analysée est de l'ordre de 10 micromètres. Et dans ces mésostases, on a eu un peu la surprise, en tout cas c'est ce qu'on espérait, de mesurer des quantités d'eau assez importantes qui allaient de 2700 ppm ou 0,27 poids pour cent à plus de 1% d'eau et des rapports isotopiques delta D de moins 200 à moins 100, c'est-à-dire appauvris aussi en isotope lourd de l'hydrogène. Et ça, on l'a observé, on l'a mesuré dans plusieurs zones de mésostase, dans plusieurs combres d'une chondrite en statite, de la chondrite en statite Sahara 97096, qui est une des plus primitives. Et par comparaison, dans la même session, on a aussi mesuré la mésostase de chondrites carbonées de type CV, qui sont des chondrites carbonées qui ont eu des degrés de chauffe qui sont similaires à la chondrite Sahara 97096. Et dans ces chondrites CV, on mesure beaucoup moins d'eau, de l'ordre de 200 à 300 ppm, donc 0,02 à 0,03% d'eau, ce qui est plus d'un ordre de grandeur en dessous de ce qu'on observe dans les chondrites en statite. Et donc, on a identifié une phase porteuse importante de l'hydrogène dans ces chondrites en statite. Néanmoins, si on revient à notre bilan un peu, on a vu que la matière organique représentait 8% de l'eau mesurée en roche totale. Mais en fait, ces mésostases, si tant est qu'on est capable d'estimer à peu près la quantité de mésostases moyenne dans une chondrite en statite et l'abondance de condes qui contiennent ces mésostases dans une chondrite en statite, et ça ne représente pas tant que ça, et ça représenterait finalement que 13% de l'eau qu'on mesure en roche totale. Et donc ça, c'est un des défauts peut-être de notre étude, c'est le fait qu'on a été capable d'identifier in situ, pour l'instant en tout cas, que 20% de l'hydrogène qui a été mesuré en roche totale. Donc ça veut dire qu'il y a soit d'autres phases porteuses, et une des possibilités, c'est que les pyroxènes de ces chondrites en statite contiennent un petit peu d'hydrogène, et comme ils sont très abondants, les en statite, il pourrait être une phase porteuse importante, il pourrait contribuer de façon importante à l'hydrogène mesuré en roche totale. Ou bien peut-être il y a une autre phase porteuse qu'on n'a pas identifiée et qu'on ne connaît pas encore. Et évidemment, pour ces mesures en roche totale, on ne peut pas éliminer complètement la contribution d'une contamination terrestre. Mais grâce au fait qu'on ait vu un effet de la chauffe sur le corps parent avec une diminution de l'hydrogène en fonction vers les météorites les plus chauffées, on pense que cette contribution de la contamination terrestre, elle reste quand même limitée. Donc maintenant, je vais passer aux implications de ce travail pour la Terre. Donc, quand on s'intéresse à la formation de la Terre, on peut, je vous l'ai dit, essayer de reconstituer ce qu'a pu être la Terre, les roches qui ont formé la Terre à partir des chondrites, qui sont un peu nos meilleures archives qu'on ait de la matière qui était présente dans le disque protoplanétaire. Il y a plusieurs modèles qui s'intéressent à la forme, qui ont proposé des différentes proportions des différentes grandes classes de chondrites pour expliquer la composition de la Terre, principalement basée sur l'étude des compositions isotopiques de différents éléments qui sont présents dans les roches terrestres et dans ces météorites. Ici, je vais vous présenter juste deux modèles un peu extrêmes
dans le but de voir à quel point, en prenant ces différentes proportions, les chondrites en statite peuvent avoir contribué au budget en eau de notre planète. Donc le premier modèle, c'est un modèle qui formerait la Terre uniquement à partir de chondrites en statite ou de matériel similaire à des chondrites en statite. Et si on prend ce modèle, on peut essayer d'estimer combien d'océans ont pu être apportés par les chondrites en statite à la Terre si elle se formait à partir de ces matériaux. Alors ici, ce diagramme, qui est en échelle log, montre le nombre d'océans déjà de la Terre. Donc on a un océan surface, et puis dans le manteau, on a entre 1 et 10, peut-être même plus, océans terrestres. Et si maintenant on met les chondrites en statite, les mesures qu'on a faites de ces chondrites en statite, on peut voir que si on prend les valeurs, la gamme de valeurs qu'on a mesurées en roche totale, ici appelée bulk, on pourrait expliquer entre 4 fois et plus de 20 fois la quantité totale de l'eau de surface de la Terre. Si on reste plus précautionneux et on s'intéresse qu'aux phases où on a pu identifier l'hydrogène in situ, donc la mésostase des combres et puis la matière organique, si on fait la somme des deux, on aurait quand même plus de 4 fois les océans terrestres, la quantité d'eau des océans terrestres qui aurait pu être apportée juste par ces chondrites en statite qui auraient formé la Terre. Le modèle de droite est un peu plus complexe. Il propose la formation d'une Terre à partir de chondrites en statite en grande majorité, puisque je vous ai dit, les chondrites en statite sont celles qui correspondent le mieux du point de vue isotopique à la Terre. Donc, si on veut si on veut expliquer la composition isotopique des roches terrestres, on est quand même obligé de mettre beaucoup de chondrites en statite. Et puis, dans ce modèle, il y a 25% de chondrites ordinaires et puis 5% de chondrites carbonées. Et dans ce cas, alors on a un peu moins d'océans terrestres qui peuvent être apportés par les chondrites en statite, mais il y en a au moins 3 fois la quantité d'eau des océans terrestres qui peuvent être apportés par les chondrites en statite. Mais par contre, évidemment, les autres types de météorites vont avoir potentiellement contribué pas mal aussi à la quantité d'eau à la quantité, au budget en eau de la Terre. Alors, les valeurs que j'ai reportées ici, c'est si on prend la chondrite ordinaire la plus primitive, celle qui contient aussi le plus d'eau, on pourra, avec ces 25% de chondrite ordinaire, apporter jusqu'à 10 océans, 10 fois la quantité d'eau des océans terrestres. Et pour les chondrites carbonées, vous pouvez voir que c'est très variable selon le type de chondrite carbonée qu'on utilise. Si on prend les chondrites carbonées de type C, qui sont celles qui contiennent le plus d'eau, 10 poids pour cent, on peut apporter à peu près 20 océans terrestres, plus de 20 océans terrestres. Par contre, si on prend les chondrites carbonées de type CO et CV, qui contiennent beaucoup moins d'eau, là, cette fois, on n'a pas beaucoup de contribution de ces chondrites carbonés. En tout cas, on en a moins que pour les chondrites en statite. Donc, ces deux modèles un peu extrêmes, mais permettent de montrer que les chondrites en statite ne peuvent plus vraiment être négligés dans leur rapport en eau lorsqu'on considère des modèles de formation de la Terre à partir de ces différentes météorites. On ne peut plus dire qu'elles n'en apportent pas du tout, et au contraire, elles en apportent une quantité significative de au moins 3 océans terrestres. Néanmoins, on a besoin quand même de regarder du point de vue isotopique si ça fonctionne bien. Ici, c'est un peu le même genre de diagramme, mais cette fois-ci, c'est les compositions isotopiques delta D qui sont rapportées sur ce diagramme. Vous voyez que la composition des océans terrestres, qui est la référence, est à 0. Et par contre, les roches du manteau terrestre sont... toutes les mesures qui ont été faites sont plutôt appauvries en deutérium, entre moins 50 et moins 220, avec probablement les compositions les plus primitives, c'est-à-dire celles qui ont été le moins modifiées par les processus géologiques, les processus terrestres, autour de moins 70 à moins 130 pour 1000. Mais quand on compare les compositions isotopiques qu'on a mesurées à la fois en roche totale et dans la mésostase des chondrites en statite, on voit que les valeurs des sur-H de ces chondrites en statite sont très proches des valeurs estimées pour le manteau primitif de la Terre. En comparaison des autres types de chondrites, ces chondrites ordinaires sont généralement plus enrichis en deutérium, en isotope lourd de l'hydrogène, ainsi que les chondrites carbonés. La plupart sont enrichis en deutérium par rapport en tout cas aux compositions du manteau primitif, sauf les chondrites de type CM, les chondrites carbonés de type CM, qui, elles, montrent toute une gamme de valeurs allant de valeurs très négatives à des valeurs plutôt positives.
Et donc, là, sur la base de seulement la composition isotopique de l'hydrogène, on ne peut pas discriminer entre un manteau primitif plutôt, de l'eau du manteau primitif plutôt apportée par des chondrites carbonés de type Cm ou plutôt apportée par des chondrites à enstatite. Et donc, on a été voir on s'est intéressé à la composition d'un autre élément volatile. On a été regarder la composition isotopique de l'azote. Alors cette fois-ci, ce n'est pas des mesures que nous, on a faites dans les chondrites en statite, c'est des mesures qui existaient déjà dans la littérature. Et ce diagramme vous montre ici en abscisse la composition isotopique en hydrogène, donc delta D, et en ordonnée la composition isotopique en azote, les deux isotopes stables de l'azote étant l'azote 15 sur 14, et c'est encore une notation delta où on rapporte le rapport 15 sur 14 de l'échantillon qu'on regarde à une composition de référence qui est la composition de l'azote de l'atmosphère terrestre. Et donc les réservoirs de surface de la Terre se trouvent à 0 ici, et par contre en vert vous avez ici les mesures qui ont été faites pour l'azote et pour l'hydrogène dans le manteau et une estimation de ce que pourraient être les compositions de l'azote du manteau primitif. Et bien, quand on compare aux compositions des différentes chondrites, en statite et carbonées, on voit qu'en fait, les chondrites en statite sont celles qui correspondent le mieux à ce manteau, composition du manteau de la Terre, manteau primitif, tant pour l'hydrogène que pour l'azote. Les chondrites de carbonées, et en particulier celles de type Cm qui allaient bien pour l'hydrogène, elles sont enrichies en isotopes lourds de l'azote et ne permettent pas d'expliquer les compositions qu'on a dans le manteau primitif. Et donc, les chondrites en statite pourraient être un bon contributeur pour les volatiles, hydrogène et azote dans le manteau de la Terre. Par contre, pour les océans et puis l'atmosphère, donc les réservoirs de surface, on voit qu'il y a une différence isotopique importante. Les océans et l'atmosphère sont enrichis en isotopes lourds de l'azote et de l'hydrogène par rapport aux chondrites en statite et donc au manteau primitif. Et donc, un moyen d'expliquer cette différence, ça serait soit de trouver un processus physico-chimique qui va changer la composition des isotopes et la composition isotopique des réservoirs pour passer de l'un à l'autre et donc enrichir en isotopes lourds de l'azote et de l'hydrogène, mais on ne connaît pas de tel processus, à ma connaissance, de façon précise. Un autre moyen, c'est de penser que les réservoirs de surface sont en fait un mélange de chondrites de type chondrite en statite et de matériel de type chondrite carboné, peut-être de type chondrite carboné de type CI, où j'ai rapporté la moyenne ici, et qui expliquerait bien la composition isotopique de l'hydrogène et de l'azote par un mélange où on apporterait à peu près la moitié d'eau par des chondrites en statite et la moitié d'eau par des chondrites carbonées de type CI. Et donc voilà, j'ai presque fini, j'en viens à mes conclusions, enfin un petit résumé. Donc on a mesuré des quantités d'eau significatives dans les chondrites en statite, bien sûr bien moindres que ceux qu'on a dans les chondrites carbonés, mais néanmoins pas négligeables. Ça veut dire qu'on est obligé maintenant de tenir compte de ces potentielles contributions des chondrites en statite au budget en eau des planètes terrestres. Elles ont des compositions isotopiques plutôt appauvries en deutérium par rapport à l'eau de surface et pourraient expliquer la composition isotopique des volatiles dans le manteau primitif de la Terre, puisque ça marche bien à la fois pour l'hydrogène et pour l'azote. Par contre, pour les réservoirs de surface, on est sûrement obligé de faire appel à un mélange entre du matériel de type chondrite en statite et du matériel de type chondrite carboné qui aurait été implanté dans le système solaire interne lors de la formation de la Terre. Une des implications de ce travail, de ces résultats, c'est le fait que si les chondrites en statite, qui sont des matériaux qui se forment dans le système solaire interne, contiennent de l'hydrogène, dans des quantités non négligeables, c'est-à-dire en proportion plus importante que les proportions d'eau qu'on a sur Terre, ça veut dire qu'elles ont pu contribuer de façon significative aussi, le matériel du système solaire interne pouvait contenir de l'hydrogène de façon non négligeable, et donc on pourrait retrouver cet hydrogène et potentiellement de l'eau dans les matériaux accrétés par les différentes planètes rocheuses de notre système solaire, donc Mercure, Vénus et puis aussi Mars, et éventuellement aussi dans des planètes qui orbiteraient autour d'autres étoiles à des distances similaires à ces planètes rocheuses autour du Soleil.
Et maintenant, peut-être que la question, enfin, à mon sens, une des questions importantes, c'est pourquoi il y a de l'hydrogène dans ces chondrites en statite, donc ces roches formées dans le système solaire interne, à la fois où cet hydrogène se trouve, et là on a besoin d'identifier plus précisément les porteurs de cet hydrogène pour essayer de comprendre comment ils ont pu se retrouver là avec de l'hydrogène en quantité importante. Et pour celles déjà identifiées, pour la mésostase des cônes, là, va falloir comprendre pourquoi on a autant d'hydrogène dans ces silicates de haute température qu'on retrouve dans le système solaire interne sous forme de cônes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serais contente de répondre à vos questions si vous en avez. Eh bien, merci beaucoup, Laurette. C'était très clair. Enfin, j'ai trouvé ça, moi, de mon côté, extrêmement clair et passionnant. Alors, il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat. Voilà, j'ai vu qu'il y a eu de l'autorégulation. Merci Brigitte Zanda d'avoir déjà commencé à répondre à certaines des questions. Bon, pour l'instant, c'est Sylvain Fontaine qui a posé plusieurs questions. N'hésitez pas à, voilà, sur le chat, vous posez soit votre question, soit vous demandez la parole. Et je vous la donnerai avec plaisir. On va dire qu'on essaye de viser 18 heures, presque 18h, 18h20 pour terminer la discussion. Donc, je vais prendre la première question qui a été posée. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les chondrites carbonés proviennent d'astéroïdes carbonés? De quel type d'astéroïdes proviennent les chondrites sèches? Alors là, je pense qu'il y a peut-être des gens qui répondraient de façon plus précise, notamment Brigitte, je sais qu'elle a pas mal travaillé là-dessus, mais bah, quand on regarde la signature spectrale des astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes, on voit différentes signatures selon les corps, et on peut comparer ces signatures spectrales infrarouges à des signatures spectrales qu'on peut mesurer en laboratoire sur des chondrites. Et cette comparaison nous permet de dire que certains astéroïdes ont des caractéristiques qui ressemblent plutôt à de la matière qui se rapproche des chondrites carbonées, et d'autres, donc c'est typiquement les astéroïdes de type C, et après il y a plein de sous-sections des astéroïdes de type C, et alors là je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à des détails là-dessus, mais l'idée, c'est qu'en comparant ces signatures, on peut avoir une idée on peut faire des liens entre les chondrites, les différentes classes et groupes de chondrites, et les différents types classes d'astéroïdes. Et on a des astéroïdes, par exemple, de type S, qui sont assimilés aux chondrites ordinaires, par exemple. Donc ça, c'était des choses dont on avait déjà une bonne idée avant. Et en plus, maintenant, on commence à avoir des missions spatiales qui rapportent des morceaux d'astéroïdes, notamment la première mission japonaise Hayabusa, qui avait ramené des morceaux d'un astéroïde de type S. Et en comparant la minéralogie, l'isotopie de ces morceaux d'astéroïdes de type S, on a pu vraiment voir que c'était le même genre de matière qu'on avait dans les chondrites ordinaires. Et donc ça a confirmé le fait qu'il y avait un lien entre ces astéroïdes de type S et les chondrites ordinaires. Pour les chondrites carbonés, on a depuis décembre des échantillons d'un astéroïde qui est assimilé aux chondrites carbonés. On va pouvoir comparer un peu plus précisément ces signatures, essayer de voir si on peut être plus précis dans la comparaison entre les différents types de chondrites carbonés et puis les différents types d'astéroïdes de type C. Et donc l'analyse en cours, c'est la mission Hayabusa 2. Et puis, pour les chondrites en statite, là, là, je connais un peu moins bien, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'astéroïdes qui ont vraiment des compositions très proches des chondrites en statite, mais ce serait plutôt des astéroïdes qui sont proches des compositions des aubrites, qui sont des achondrites, qui ont des caractéristiques de minéralogie qui se rapprochent des chondrites en statite, mais c'est des corps différenciés. Et là, on a des astéroïdes de type E et Hungarian qui sont rapprochés de ces météorites.
et qui se trouve plutôt dans la ceinture d'astéroïdes, de la partie interne de la ceinture d'astéroïdes, ce qui est un argument supplémentaire pour dire que ces météorites se forment plutôt dans le système solaire interne, proche du Soleil par rapport aux autres astéroïdes. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, oui. Et puis je pense en plus, voilà, il y avait une autre question concernant l'émission de retour d'échantillons que je n'aurais pas posée parce que tu as abordé. Une autre question qui est posée et que je vais compléter aussi, c'est alors comment est-ce qu'on convertit le pourcentage d'eau dans les chondrites en nombre d'océans terrestres? Donc ça, c'est une question qui est posée sur le chat. Et moi, je la compléterais si tu pouvais préciser voilà, s'il y a des études expérimentales du process de la transformation de l'hydrogène en eau, parce que tu as bien précisé que tu mesures l'hydrogène et après que cet hydrogène peut être séquestré sous différentes formes dans la météorite et ensuite elle se retrouve sous forme d'eau sur la Terre. Donc voilà, comment est-ce qu'on convertit le pourcentage en nombre d'océans terrestres et comment chimiquement tu convertis l'hydrogène en eau. Donc, dans ce que je vous ai présenté, là, en fait, j'ai converti en nombre d'océans terrestres en tenant compte des proportions de ces différentes météorites pour former la Terre. C'est-à-dire que si on forme une Terre à 100% à partir de chondrites en statite, cette Terre, elle aura le même pourcentage d'eau que les chondrites en statite. Alors ça, c'est dans un monde idéal où on perd absolument pas d'eau. C'est probablement pas vrai, mais comme c'est difficile à estimer, on fait une première hypothèse qu'on ne perd pas d'eau du tout, pas d'hydrogène. Si on ne perd pas d'hydrogène du tout, on va avoir tout l'hydrogène des chondrites en statite qui serait, qu'on pourrait assimiler à l'hydrogène de la Terre. Donc si on a 0,5% d'hydrogène dans les chondrites en statite, on aura 0,5% d'hydrogène dans la Terre dans sa globalité. Et ça, juste par un petit calcul qui tient compte des masses molaires de l'eau, la molécule d'eau et de l'hydrogène, on va pouvoir estimer quelle quantité d'eau, H2O, ça correspond et rapporter ça à la quantité d'eau des océans. Là, l'idée, c'est pas de montrer qu'à la base, on avait des océans qui étaient beaucoup plus importants ou c'est plus d'utiliser une façon de quantifier l'hydrogène terrestre de façon un peu parlante. Et c'est souvent, enfin, c'est pas moi qui utilise cette notation en nombre d'océans, c'est souvent utilisé comme ça dans les papiers scientifiques en géochimie. C'est pour donner un peu une idée de ce que ça peut représenter en termes de quelque chose qui nous parle, les quantités d'océans. Évidemment, ce n'est pas des nombres d'océans qui nous intéressent, c'est plus un pourcentage d'hydrogène qui serait disponible pour former de l'eau. Et à la deuxième question, justement, qui est liée à ça, c'est comment on forme de l'eau liquide à la surface de la Terre à partir de l'hydrogène qu'on aurait dans des roches initialement. Alors là, de ce que j'en comprends, c'est des processus quand même complexes. Probablement que la Terre, quand elle s'est formée, elle a été en grande partie fondue. Il y a eu un océan magmatique. Cet océan magmatique, il a pu dégazer une partie, comme la roche est fondue, une partie des éléments les plus volatiles ont pu être dégazés. Mais si la Terre est suffisamment elle a une masse suffisamment importante, elle va pouvoir conserver une atmosphère assez dense autour de cette roche en fusion. Peut-être selon les conditions de température, de pression et de fugacité d'oxygène, donc conditions redox, on peut éventuellement peut-être redissoudre une partie ou garder dissous une partie de l'hydrogène dans la roche fondue. Et ensuite, quand la Terre refroidit, on peut en conserver tout ou partie et en recondenser une partie aussi à la surface sous forme d'eau, H2O. Et alors ça, c'est si on a des bonnes conditions, c'est-à-dire suffisamment d'oxygène aussi pour oxyder cet hydrogène. Et ça, je ne sais pas à quel point c'est vraiment plausible. Probablement qu'il y a tout un tas de facteurs qui viennent jouer là dans l'évolution terrestre sur la capacité de cet hydrogène à se recondenser sous forme d'eau et à former des océans, mais en tout cas, sûrement qu'une partie de cet hydrogène, cette eau qui a été évaporée, se recondense pour former des océans. Je réponds un petit peu à côté. Oui, j'ai bien saisi l'idée.
Merci. Alors, je vais reprendre une question du chat et après, je passerai la parole à Maud Boyer qui a levé la main. Ouais, cette question, elle me plaît bien parce que je travaille sur les comètes. Il y a eu deux remarques dans le chat et questions concernant voilà, le fait que les comètes, alors en tout cas certaines comètes ont un rapport d'essurage dans l'eau qui est plus élevé que sur la Terre. Et quand tu disais que dans le manteau, c'était plutôt faible. Est-ce que voilà, un apport d'eau cométaire pourrait venir rééquilibrer justement, comme tu t'indiquais les chondrites carbonées, est-ce que voilà, quid des comètes? Eh ben oui, c'est pas impossible. En fait, on avait rejeté les comètes comme potentiels contributeurs pour l'eau terrestre parce qu'elles ont effectivement un enrichissement généralement en isotopes lourds de l'hydrogène dans la molécule d'eau plus élevée que l'eau des océans terrestres, quoique certaines comètes ont des compositions isotopiques proches des océans terrestres. Après, je voudrais juste faire une petite remarque un peu annexe, mais ce qui est mesuré, le dessurage qu'on mesure dans les comètes, il est mesuré dans la molécule d'eau ou dans des dérivés de la molécule d'eau. C'est difficilement, à mon avis, comparable au dessurage qu'on mesure en roche totale dans les chondrites et qui est représenté par exemple dans ce diagramme. Parce que dans les chondrites, on a un mélange de la signature de l'eau qui se retrouve maintenant dans des minéraux hydratés, dans les chondrites carbonés par exemple, avec une signature de la matière organique. Et la matière organique, elle est généralement enrichie en deutérium par rapport à cette eau. Dans les comètes, il semblerait, à ce que j'ai compris, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que les composés organiques dans les comètes, ils seraient aussi plutôt enrichis en deutérium par rapport à l'eau des comètes. Et donc, si on prenait une comète un peu bulk, comme on prend des chondrites bulk, on aurait sûrement aussi des compositions encore plus enrichies en deutérium que l'eau de ces comètes par rapport à l'eau de la Terre. Bon, alors ça, c'était une petite parenthèse. Néanmoins, si effectivement on a un réservoir initial plutôt pauvre en deutérium et pauvre en azote 15, un réservoir cométaire qui, lui, serait enrichi en deutérium et enrichi en azote 15, dans des proportions sûrement moindres que les chondrites CI, pourrait peut-être bien fonctionner. Alors, il y a des travaux, notamment de Bernard Marty au CRPG, sur la base des gaz nobles, des gaz rares, qui montrent que sûrement la contribution de l'eau cométaire, elle est assez limitée, et peut-être aussi de l'azote et des carbones pour expliquer la composition de la Terre. Néanmoins, peut-être que ces compositions limitées, ajoutées aux compositions, à une contribution importante des chondrites en statite, pourraient assez bien fitter les compositions des réservoirs de surface de la Terre. Donc moi, je n'exclus pas forcément les comètes comme apport, mais effectivement, dans ce travail, j'en ai pas plus parlé que ça. Mais je crois que dans le texte du papier, on n'exclut pas les comètes comme potentiels contributeurs. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que avec ce que tu montres bien, c'est qu'on sort de cette vision un petit peu naïve. On regarde juste l'eau qui apportait des comètes et qui contribue à la formation des océans. Mais là c'est vraiment, tu regardes d'une manière plus générale les apports d'hydrogène qui ensuite peuvent se retrouver dans l'eau, la molécule d'eau dans les océans. Je vais passer un peu la parole aux gens qui ont demandé la parole, comme ça ce ne sera pas seulement nous deux qui allons parler. Donc Maud Boyer et ensuite Alain Fajardi. Vas-y Maud. Bonjour Laurette, merci pour cette présentation. J'ai plusieurs questions, mais je vais en poser une, et c'est sur la diapo que tu montres. En fait, je ne comprends pas comment tu peux mélanger plusieurs types de matériel et garder des réservoirs qui vont être distincts, ou ça veut dire que ton arrivée de CI est extrêmement tardive. Quel scénario tu peux imaginer pour créer des réservoirs qui vont jamais se remélanger sur l'échelle de l'âge de la Terre? Alors, c'est une bonne question. Nous, en fait, on n'a aucune contrainte de temps sur ce qu'on observe. Le seul aspect là, c'est qu'effectivement, les chondrites en statite, elles correspondent plutôt, en termes d'isotopie, à ce qu'on observe dans le manteau primitif, et donc elles seraient de bons contributeurs pour ce manteau. Pour les océans et pour l'atmosphère, ça ne fonctionne pas. Donc,
Ouais, c'est pour ça que je disais qu'il y a soit il faut qu'il y ait un processus qui fractionne les isotopes et qui enrichisse en lourd pour expliquer un isotope lourd pour expliquer les réservoirs de surface, ou soit on a besoin d'apporter des chondrites carbonées plus riches en D et en quinzaine. Mais dans ce cas, ça veut dire que ces chondrites carbonées, elles ne contribuent pas ou très peu au manteau de la Terre. Et effectivement, du coup, ça voudrait dire qu'elles sont apportées plutôt dans des phases tardives d'accrétion. Mais de là à en donner un scénario détaillé, je ne suis pas capable, je crois. Ok, merci. Merci. Alain Fajardi. Oui, bonjour. Merci Laurette, c'est passionnant. Moi, je n'ai pas tout compris quant à la technique et je voudrais poser une question. On a parlé du manteau, je voudrais parler du noyau. Il y a un astronome américain, David Leavitt, qui dit que dans le noyau, donc fait essentiellement de fer et nickel, il y aurait potentiellement sous forme d'hydrogène encore plus d'eau que dans le manteau. Est-ce que vous avez des réponses là-dessus? Ouais, c'est pas des choses que je connais très bien, mais en fait, excusez-moi, mais parce que le noyau, je ne sais pas comment il peut dire ça, parce que le noyau, on ne connaît pas très bien. Oui, mais on peut estimer il me semble que les contraintes là-dessus, ce sont des contraintes géophysiques. On peut estimer des densités, ou en tout cas comparer la densité d'un noyau qui serait formé seulement à partir de fer et de nickel aux densités qu'on mesure pour le noyau terrestre et aux vitesses des ondes, etc. Alors là, je ne connais pas très, très bien. Mais quand on fait ça, on voit qu'en fait, sûrement que le noyau, il contient une partie d'éléments volatiles. En tout cas, il est moins dense que ce qui devrait être s'il était fait que de fer et de nickel. Et donc, il y a beaucoup de discussions sur la quantité des différents éléments volatiles, hydrogène, carbone, et éventuellement azote, qui pourraient être contenus dans ce noyau métallique. Et pour l'hydrogène, et après, on a des contraintes qui sont des contraintes expérimentales, donc des gens qui essayent de voir combien on peut mettre d'hydrogène à haute pression, haute température dans un noyau métallique en équilibre avec une roche silicatée, de la silicatée. Et ces contraintes expérimentales montrent différentes choses selon les différentes études. À ma connaissance, hein, je crois qu'il y a des gens ici qui pourraient répondre beaucoup plus précisément que moi, mais il me semble que les études divergent entre quasiment rien, quasiment pas d'hydrogène dans le noyau, et plus de 80 fois la quantité des océans terrestres dans le noyau. Et donc ça dépend à la fois de la capacité de ce noyau à incorporer de l'hydrogène, mais aussi de la présence éventuelle d'hydrogène qui pourrait ou pas aller dans le noyau si les conditions étaient réunies. Et voilà, donc il me semble que pour l'instant, on n'a pas d'estimation précise de la teneur en eau du noyau, que ça soit très modèle dépendant. Et il n'y a peut-être pas de frontières infranchissables entre le manteau et le noyau. Il n'y a pas de frontière infranchissable. Par contre, en fonction des conditions de pression, de température et autres paramètres, on va avoir une répartition de l'hydrogène, une distribution de l'hydrogène plus ou moins importante. C'est ce qu'on appelle les coefficients de partage entre un noyau métallique et une roche silicatée. Et donc, un liquide silicaté. Et donc, ça, c'est ça que les expériences essayent de modéliser, quelle va être la répartition de l'hydrogène dans les conditions qui pourraient être proches de celles du noyau ou de la limite noyau-manteau, à quel point l'hydrogène peut être incorporé dans le noyau. C'est là qu'on a des divergences d'opinion selon les différents modèles. Merci. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui veut répondre de façon plus détaillée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui a envie de compléter? Sinon, si ce n'est pas le cas, je passe à d'autres questions que j'ai vues. Je peux compléter pour... Oui, voilà, j'avais vu Ali, mais... D'accord, donc Ali. Ali Bouix du LMV. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Laurette. Bonjour. Juste, donc nous, on a fait des expériences au laboratoire pour simuler la formation du noyau dans un cadre d'océan magmatique. Donc, c'est en fonction de la pression, de la température, la fugacité d'oxygène.
Et on a estimé ça bien avant que Laurette fasse ses expériences et ses analyses avec des teneurs de l'ordre de 40 ppm. Donc là, avec des ordres qui nous donnent 44 000 ppm, comme ça, on peut mettre facilement 5000 ppm dans le noyau de H. 0,5% de H. 0,5% de H. Ah oui. Donc ça veut dire ça, oui, ça peut être. Ah oui, donc ça ferait. Mais bon, après, comme tu dis, c'est modèle dépendant et il faut vraiment faire très attention parce que l'hydrogène, il ne rentre pas comme ça tout seul et il y a d'autres éléments qui l'excluent du noyau. Mm. Par exemple, lorsqu'on le met en présence du carbone, par exemple, donc le carbone expulse, par exemple, l'hydrogène du noyau. Donc on ne peut pas avoir les deux en même temps. Le silicium fait pareil. Donc voilà, c'est des modèles dépendants et il faut qu'on se mette d'accord sur la composition chimique du noyau avant de. Voilà, donc si on met un élément, on ne peut pas mettre l'autre et ainsi de suite. Mais les modèles maintenant, bon, notre modèle le plus récent donne 5000 ppm, non, pardon, 5000 ppm de H2O. D'accord. Voilà. Alors à ce sujet, alors je pense qu'il y a une des questions qui est posée là juste dans le chat et je ne sais pas si c'est à dessein ou pas, mais qui m'a l'air d'être liée, c'est est-ce qu'on peut mesurer l'hydrogène ou l'eau dans les météorites métalliques, justement, ce qui nous permettrait d'avoir un modèle concernant… Le problème dans les météorites métalliques, c'est que c'est volatilisé, donc c'est que les processus de… donc tout l'hydrogène est parti de ces météorites-là. D'accord. Ce qu'on va mesurer, c'est une toute petite partie. Donc ça a été une thèse qui a été faite au muséum. Je crois que c'est par De Fouilly, je pense, si je me rappelle bien du nom de la personne qui a fait cette thèse. Et il mesure des quantités très faibles d'hydrogène dans des météorites en fer. Mais ça dû essentiellement à la volatilité de l'hydrogène dans ces météorites-là, donc différents processus de haute température. Plus le fait que probablement elles proviennent de corps beaucoup plus petits que notre planète. Et donc des conditions de pression et de température et de fugacité éventuellement d'oxygène aussi assez différentes. Donc c'est pas si facile de faire le lien. Tout à fait. D'accord, merci. Donc je prends encore deux questions. Pourquoi les condres ont-elles une composition si complexe? Donc tu nous as montré effectivement c'est dans les chondrites effectivement ces assemblages avec voilà, toute cette diversité. Alors, question piège, est-ce que tu peux répondre simplement à cette question? Non, il faut avoir en tête que les condres, c'est l'assemblage minéralogique le plus abondant dans les chondrites. Donc c'est probablement quelque chose de… l'événement qui a formé les condres, c'est probablement un événement important de l'histoire du disque, qui a eu peut-être lieu en plein d'endroits, on ne sait pas bien. Mais en fait, il n'y a pas de consensus, malgré le fait que ça fait des années, des dizaines d'années qu'on étudie les condres, il n'y a pas de consensus sur leur mode de formation. Et en fait, il y a même des divergences à partir de différentes… Si on regarde les textures, ça ne donne pas les mêmes informations que si on regarde l'isotopie et ça ne donne encore pas les mêmes informations que si on regarde les abondances chimiques et la minéralogie. C'est vraiment pour résumer, mais pour l'instant, on ne comprend pas comment se forment ces objets. Et donc, leur complexité, elle est liée sûrement aussi à leur mode de formation. Dans les grandes lignes, on pense que les condres, ça se forme à partir de la fusion de poussière et de précurseurs solides, probablement des premiers condensats en partie qui sont fondus et mélangés à des poussières et qui deviennent un liquide silicaté qui va recristalliser avec certains minéraux qui sont préservés, qui forment des reliques qu'on retrouve à partir de leur composition isotopique. Et puis, par contre, les conditions de cette recristallisation, la vitesse de cristallisation et surtout l'environnement dans lequel ça se forme, on sait que c'est dans le gaz, mais on sait que ce n'est pas un gaz simplement nébulaire parce qu'on ne peut pas expliquer les teneurs en volatiles, en sodium, en soufre, qu'on observe dans les condres si c'est un gaz de composition nébulaire. Donc, c'est sûrement un gaz enrichi en éléments volatiles ou un milieu enrichi en poussière qui sont vaporisés et qui produisent des pressions partielles de gaz importantes. Voilà, c'est très complexe et c'est vraiment pas bien compris actuellement dans la communauté, enfin pour les scientifiques, comment se forment les scientifiques du domaine, comment se forment ces objets et pourquoi ils sont aussi complexes.
D'accord, ben, merci. Et une dernière question. Alors bon, je n'ai pas pu prendre toutes les questions, mais voilà, bon, il y en a une dernière que je vois sur le chat que je trouve bien adaptée pour conclure. Si on peut avoir 10 océans, pourquoi on n'en a qu'un? Alors ça, je pense que c'est aussi lié au partage des éléments entre les éléments l'hydrogène qui va être dégazé lors de la formation de la Terre et celui qui va être redissous, enfin dissous, ou qui va être conservé à l'intérieur de la Terre. Et on n'a pas tout dégazé et recondensé à la surface. Il reste des zones, notamment des zones dans le manteau terrestre et dans des zones particulières du manteau terrestre, la zone de transition, qui semble être particulièrement riche en eau, avec des minéraux qui pourraient contenir au moins plus d'1% d'eau dans ces zones particulières du manteau terrestre. Et donc, peut-être des conditions de pression et de température particulières qui vont favoriser la formation de phases qui vont contenir de l'hydrogène et qui vont le conserver. Tout l'hydrogène n'est pas dégazé et perdu pas perdu, mais est recondensé pour faire des océans. On en garde dans l'intérieur de la Terre. Après, Ok. Eh ben, je te remercie à nouveau pour cette présentation très claire, très complète. Il y a beaucoup dans le chat. Tu peux jeter un coup d'œil à la fin de ta présentation de gens qui te remercient pour ta présentation. On est monté jusqu'à une petite centaine de personnes qui se sont connectées. Donc, c'est plutôt un signe que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Je profite pour conclure, de faire une petite promotion très rapide de la Société française d'exobiologie. Donc, on est une société savante et voilà, tous les chercheurs et chercheuses qui sont intéressés par les thèmes liés à l'exobiologie. On n'est pas l'exobiologie, c'est pas seulement rechercher des extraterrestres, c'est aussi se poser la question de l'origine de la vie sur la Terre pour mieux orienter notre recherche de la vie ailleurs. Donc vous pouvez rejoindre la SFE, ça nous aidera à animer aussi la communauté scientifique autour de ces sujets. Et pour les personnes qui ne font pas de recherche, on a aussi un statut de membre non professionnel, membre associé, ce qui permet juste d'être tenu au courant via notre liste de diffusion, d'actualité. Ça ne vous apporte pas plus d'être membre de la SFE que de ne pas être membre de la SFE, puisqu'on essaye d'ouvrir à tout le monde et gratuitement tous nos contenus, mais ça permet de soutenir l'activité de la société. Les 2 derniers webinaires ont été aussi résumés par un jeune journaliste qui s'appelle Baptiste Gaborio. Donc vous pouvez lire aussi le résumé une retranscription des derniers webinaires sur le site de la SFE. Et puis, si, avec ton accord, Laurette, je pense qu'on pourra mettre la vidéo de ce webinaire très rapidement en ligne, et je verrai un lien à tout le monde pour pouvoir le revoir, ou en tout cas pour les personnes qui s'étaient inscrites, aller le voir si elles n'ont pas pu assister au webinaire. Voilà, eh bien, je vous remercie et je souhaite à tout le monde une excellente soirée. Au revoir. merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.